Bonjour tout le monde, bienvenue à ce deuxième cours d'économie internationale. Le cours d'aujourd'hui abordera le sujet du système monétaire international. C'est un sujet assez complexe, c'est un sujet qui va nous prendre quelques séances de réflexion et la séance d'aujourd'hui sera dédiée à la définition d'un système monétaire international et surtout les éléments qui le composent. Alors, par rapport d'abord à la définition d'un système monétaire international, on peut dire que c'est le cadre institutionnel des échanges, c'est-à-dire c'est l'ensemble des règles, que ces règles soient formelles, qu'elles soient informelles, des accords entre des États, des accords bilatéraux, des accords monétaires internationaux, des accords menés sous l'égide d'une organisation internationale et un ensemble de mécanismes. De manière générale, on peut dire que le développement de l'échange a entraîné des flux monétaires très très importants entre les différents pays participants à l'échange. Et ces flux monétaires, bien entendu, pour qu'ils continuent ou pour qu'ils puissent avoir lieu, ils avaient besoin, ou on avait besoin d'un ensemble de règles communes, c'est-à-dire des règles acceptées par tous les pays participants à l'échange. Alors, un système monétaire international repose sur quatre piliers. Le premier, c'est celui de la monnaie internationale. Le deuxième est celui du régime de change, ou ce qu'on appelle les régimes de change. Le troisième élément concerne les réserves officielles. Et le quatrième élément est celui des mécanismes d'ajustement de la balance des paiements. Le premier pilier est celui de la monnaie internationale. Alors, pour savoir comment est-ce qu'une monnaie devient une monnaie internationale, j'aimerais faire un petit parallèle avec donc les éléments ou les fonctions, tout simplement, d'une monnaie nationale. Donc, on le sait tous, chaque monnaie, elle remplit trois fonctions, du moins des fonctions traditionnelles. La première est celle d'intermédiaire dans les échanges, c'est-à-dire c'est un élément qui facilite l'échange. Le deuxième est celui de l'unité de compte, ou ce qu'on appelle l'étalon de valeur, c'est-à-dire que les biens et les services qui sont échangés sont définis ou ils ont un prix ou une valeur déterminée en unité monétaire. Et le troisième élément est celui de réserve de valeur, c'est-à-dire que la monnaie, elle peut jouer le rôle d'un actif financier, c'est-à-dire elle peut être un moyen d'épargne. Alors, par rapport à une monnaie internationale, donc, on peut dire qu'une monnaie internationale, elle doit remplir aussi ses fonctions. D'abord, la première fonction est celle de faciliter les paiements internationaux, donc une monnaie qui est reconnue par une communauté internationale. Bien entendu, elle va être utilisée pour régler les opérations commerciales ou bien tout simplement des opérations financières. Le deuxième élément est celui d'étalon de valeur. Donc, l'étalon de valeur, ça veut dire que cette monnaie, elle doit jouer le rôle ou un rôle dans la détermination des prix des biens, des services et des actifs échangés sur le plan international. Mais une monnaie internationale, elle joue également le rôle d'étalon par rapport à d'autres monnaies. C'est-à-dire que les autres pays ou les autres monnaies, elles doivent être définies ou elles doivent avoir une valeur par rapport à cette monnaie internationale. Et le troisième élément est celui de réserve de valeur. Alors, dans le cadre d'une monnaie internationale, on parle d'une monnaie de réserve de change. Ça veut dire tout simplement que les avoirs en monnaie étrangère ou les avoirs donc extérieurs d'un pays, ils doivent être libellés dans cette monnaie internationale. Je ne sais pas si, par exemple, on va dire un pays, il détient des réserves de change de 100 milliards de dollars. Cela veut dire tout simplement que la monnaie de libellé de cette réserve, c'est le dollar américain. Et on verra que ces réserves de change, ils n'ont pas toujours la même importance dans
tous les pays. D'abord, tout simplement parce qu'il y a certains pays qui utilisent, qui accumulent ces réserves dites officielles pour donc donner plus confiance à leurs bailleurs de fonds. Donc, la confiance, ça veut dire que grâce à ces réserves de change, le pays il a la capacité de mobiliser des capitaux à l'échelle internationale. Et donc, en fait, c'est une espèce de garantie que le pays peut offrir aux investisseurs qui lui prêtent ou qui financent une partie de sa dette, par exemple. Et ça peut être utilisé également comme un moyen pour faire face à ce qu'on appelle l'instabilité financière. Donc ça, c'est quelque chose que j'aborderai tout à l'heure quand je parlerai donc des réserves officielles. Alors, ce qu'il faut noter, c'est que le choix d'une monnaie internationale n'est pas fortuit, c'est-à-dire que toutes les monnaies nationales ne peuvent pas devenir des monnaies internationales, parce que l'histoire, elle nous montre que certaines monnaies, elles ont été choisies comme des monnaies internationales parce qu'elles étaient acceptées par la communauté internationale, donc par les pays qui participent à l'échange. Alors, à un moment donné, c'était l'or, tout simplement parce que l'or, il était accepté par tout le monde, parce que l'or, il inspirait confiance, parce que l'or, il avait une valeur intrinsèque. Et donc, ce n'est pas un hasard que les premiers systèmes monétaires internationaux étaient des systèmes qui ont choisi l'or comme monnaie internationale. Et bien sûr, donc dans certains systèmes, eh bien, la monnaie internationale, elle a toujours été, elle s'est imposée en quelque sorte par les rapports de force, c'est-à-dire que le choix d'une monnaie internationale est le résultat des rapports de pouvoir qu'il y a sur le plan international, et donc ce n'est pas un hasard. Donc que la livre sterling, par exemple, s'était imposée comme monnaie internationale après la révolution industrielle, tout simplement parce que la Grande-Bretagne était une puissance économique, une puissance financière et surtout une puissance militaire incontestée, en tout cas jusqu'à 1914. C'est la raison pour laquelle la livre elle a été utilisée comme une monnaie internationale. Et puis après, on a vu qu'avec l'expérience du régime ou bien de ce qu'on appelle le système de Bretton Woods, c'est-à-dire le système monétaire international qui a été mis en œuvre après la Deuxième Guerre mondiale, le dollar américain, il s'est imposé comme monnaie internationale, pas seulement parce que les États-Unis d'Amérique, ils pouvaient acheter leur monnaie nationale qui circule sur le plan international par la racheter en donnant tout simplement une contre-valeur en or, parce que les Américains, à la sortie de la guerre, ils disposaient des 2 tiers donc du stock d'or mondial, et donc le dollar, il était as good as gold, mais tout simplement parce que les États-Unis d'Amérique aussi étaient une puissance économique incontestée à la sortie de la guerre, une puissance industrielle, une puissance commerciale, et puis un pays qui est doté de capacités financières incontestées. Donc, on peut dire tout simplement que le choix de la monnaie internationale est tout simplement le résultat des rapports de force qui caractérisent l'économie internationale. Le deuxième élément ou le deuxième pilier d'un système monétaire international, c'est ce qu'on appelle un régime de change. Alors, de manière générale, on peut dire qu'un régime de change, c'est tout simplement les règles qui déterminent l'évolution d'une monnaie dans le temps. Donc, d'autres, ils peuvent définir, si vous voulez, ce régime de change comme étant les règles d'intervention des banques centrales sur les marchés de change. Donc, dans ce cas-là, on peut aller de l'absence d'intervention, tout simplement. Donc, ça coïncide avec ce qu'on appelle les régimes de change flottants, surtout si le flottement est pur, c'est-à-dire que c'est le marché qui va déterminer la valeur d'une monnaie par rapport à d'autres. Et puis, vous avez des régimes où les banques centrales interviennent davantage sur le marché, soit des fois pour donner une valeur fixe, irrévocable, si vous voulez, au cours de change de la monnaie nationale par rapport à une monnaie ou par rapport à plusieurs monnaies,
ou bien tout simplement, donc la Banque centrale, elle intervient pour gérer un peu le taux de change à l'intérieur d'une bande ou bien à l'intérieur d'une marge de fluctuation définie par la Banque centrale. Alors, d'une manière générale, on peut distinguer trois grands régimes de change. Trois grands régimes de change. D'abord, on a ce qu'on appelle un régime de taux de change fixe, où il y a toute une panoplie de régimes fixes que je vais essayer de parcourir avec vous dans un instant. Vous avez ce qu'on appelle des régimes intermédiaires, qui sont en fait des régimes qui varient entre la fixité des parités et puis le flottement, donc on appelle un flottement impur. Et puis après, vous avez le régime de marché, de change, donc c'est le dernier, à savoir le flottement pur. Alors d'abord, par rapport au taux de change fixe, il y a au moins trois types de régimes de taux de change fixe. Alors d'abord, il y a ce qu'on appelle l'union monétaire. Alors une union monétaire, c'est tout simplement une zone monétaire, si vous voulez, dans laquelle les taux de change des participants, des pays participants, ils sont fixés de manière irrévocable. C'est-à-dire chaque pays va donner une valeur donc à sa monnaie par rapport à une autre, et puis cette valeur, elle est figée. Elle est figée. Et donc, de manière générale, ce type de régime est celui qui convient le plus à des pays qui veulent introduire une monnaie commune. Alors, donc en général, pour maintenir fixes les parités, que ces parités soient irrévocables, ces zones monétaires, donc à l'image par exemple de la zone euro, donc on a dû fixer un certain nombre de critères qu'on appelle les critères de convergence, c'est-à-dire un certain nombre de variables. On va essayer de fixer un peu le niveau de certaines variables de manière à éviter les écarts de change ou de manière à éviter les fluctuations qui mettront en cause, bien sûr, ces parités fixes. Alors, parmi ces critères, justement, on fixe un niveau d'inflation, donc tous les pays doivent respecter ce qu'on appelle donc un taux d'inflation, parce que les écarts d'inflation peuvent générer des fluctuations des taux de change. Donc là, il y a la théorie de la parité des pouvoirs d'achat qu'on aura l'occasion d'aborder plus tard, nous explique un peu qu'il y a comment dirais-je, un lien entre les écarts, entre les différentiels d'inflation et les taux de change de deux monnaies. Un autre critère, c'est le déficit budgétaire. Donc là aussi, le déficit budgétaire, on lui fixe une norme donc par rapport au PIB, parce que là aussi, un déficit budgétaire, il peut créer quelques perturbations si les pays donc, ont des déficits différents. Donc si les déficits ne sont pas convergents, si vous voulez, eh bien cela peut également expliquer donc les fluctuations des taux de change parce qu'un pays à déficit, probablement, il sera amené à modifier un peu le niveau de son taux d'intérêt donc pour trouver des financements pour sa dette. Et c'est à travers ces circulations de capitaux que l'on peut des fois assister à des variations de change. Donc c'est la raison pour laquelle on fixe également dans le cadre de ces critères un niveau à ce déficit budgétaire par rapport au PIB. Il y a également les taux d'intérêt à long terme. Donc ça, c'est un facteur fondamental puisque aujourd'hui, on parle beaucoup plus de ce qu'on appelle une détermination financière des taux de change, c'est-à-dire que la circulation des capitaux qui est, comme on le sait très bien, déterminée en grande partie par les niveaux de taux d'intérêt ou par les différentiels de taux d'intérêt, fait que des fois, donc les entrées et les sorties de capitaux à la recherche de meilleurs rendements, donc un meilleur taux d'intérêt, si vous voulez, ils peuvent entraîner des variations des taux de change.
Et le dernier élément concerne le niveau d'endettement des pays. Donc, on fixe également un critère par rapport au niveau d'endettement. Alors maintenant, par rapport à maintenant le deuxième ou la deuxième forme, si vous voulez, de ce régime de change fixe concerne ce qu'on appelle les currency boats, donc c'est-à-dire des caisses d'émission. Alors ça, c'est le cas de pays qui vont carrément soumettre le processus de création monétaire interne à ce qu'on appelle des réserves de change dans la monnaie de rattachement, donc ce qu'on appelle la monnaie d'arrimage. Je ne sais pas si par exemple un pays qui choisit le dollar américain comme monnaie d'ancrage, eh bien donc la création monétaire dans le pays, elle va se faire sur la base donc de ces réserves de change en dollars américains. Donc ça, c'est une politique, si vous voulez, qui va tout simplement arrimer donc une monnaie à une autre, mais avec un désavantage, c'est que le pays qui opte pour ce type de régime n'a pratiquement plus aucune autonomie en ce qui concerne sa politique monétaire. C'est-à-dire, il ne peut pas, par exemple, faire varier ses taux d'intérêt à l'interne pour atteindre un certain nombre d'objectifs macroéconomiques, puisque le taux d'intérêt en vigueur n'est rien d'autre que celui de la monnaie d'ancrage. Alors, un exemple d'un pays qui a opté pour ce régime donc, qu'on vient d'expliquer il y a un instant, c'est-à-dire le currency board, c'est l'Argentine, qui a arrimé sa monnaie, donc le peso, sur le dollar américain. Et ça a causé quelques problèmes à un moment donné, puisque la crise qu'a connue le pays a fait que beaucoup d'Argentins ils étaient amenés à liquider leurs avoirs dans leur monnaie nationale et à demander des dollars américains, qui a inspiré un peu plus confiance, et c'était un peu une occasion pour permettre une fuite de capitaux très très importante vers de l'Argentine vers les États-Unis. Après, on a le régime en fait le plus courant, donc dans les régimes de change fixe, c'est lorsque on définit une parité fixe, d'accord, qu'on peut modifier de manière exceptionnelle pour assurer l'équilibre du solde courant. Alors en général, le régime de change fixe, c'est un régime où on peut admettre une certaine variation à l'intérieur d'une marge qui est prédéterminée. Donc, ce qu'on appelle un système de bande. Je ne sais pas si je prends l'exemple du régime de Bretton Woods. Le régime c'est un régime de change fixe. Et dans le cas du régime de Bretton Woods, on a fait fixer une variation par rapport à la parité. Donc, tous les pays, donc on verra ça après, devaient définir la parité de leur monnaie par rapport au dollar. Et puis, cette parité, elle devait fluctuer, elle devait varier dans le cadre de ce qu'on appelle une bande de fluctuation de plus ou moins 1%. C'est le cas également des systèmes qui ont été expérimentés après, vers la fin des années 60, début des années 70, notamment le cas du système monétaire international, ou plutôt le système monétaire européen. Il y en a eu deux, donc le serpent monétaire, et puis après, il y a eu plusieurs variantes de ce système monétaire européen, donc celui de la fin des années 70, et puis le système monétaire européen après 1993, et qui s'est bien entendu traduit par la suite par l'introduction de l'euro à partir de 1993. Après, on a les régimes intermédiaires, ce qu'on appelle les régimes de parité glissante. Vous avez un régime où une monnaie elle a une valeur fixe par rapport aux parités, mais on peut changer les parités, ne serait-ce que pour prendre en considération les écarts d'inflation qui apparaissent entre la monnaie du pays et le taux d'inflation dans le pays, de la monnaie de référence, bien entendu.
D'accord? Et puis après, on a le système dit de flottement administré. Donc, les flottements administrés, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est dans un système de change où le flottement il est impur. Ça veut dire tout simplement qu'on laisse le marché jouer son rôle, c'est-à-dire déterminer la valeur que doit avoir une monnaie par rapport à d'autres en fonction de la loi de l'offre et de la demande, tout simplement. Mais les banques centrales gardent un œil, bien sûr, sur une bande qui est un peu plus large et dans laquelle, bien entendu, elles définissent le cours de change qu'elles souhaitent. Et donc, en fait, cette bande et les interventions des banques centrales pour maintenir la valeur d'un cours de change à l'intérieur de cette bande, c'est tout simplement un moyen de communiquer au marché le cours de change qui est considéré comme souhaitable par la banque centrale. Et puis après, comme je l'ai dit au début de ce paragraphe, il y a le système de flottement pur. Dans ce cas-là, eh bien, c'est la loi de l'offre et de la demande qui va déterminer la valeur d'une monnaie par rapport à d'autres. Alors maintenant, si on essaie de voir quels sont les régimes les plus utilisés ou les plus suivis sur le plan international, alors bon, les statistiques, elles sont un petit peu anciennes, donc ça donne juste une petite tendance sur les systèmes qui étaient déclarés au Fonds monétaire international, parce qu'on verra ça après, les régimes de change doivent être déclarés au Fonds monétaire international. Il y a bien sûr le régime fixe, ou ce qu'on appelle le régime d'ancrage. L'ancrage peut se faire soit par rapport à une monnaie, d'accord, et puis un régime de change où l'ancrage il se fait par rapport à un panier de monnaie. Et là, donc, de manière générale, on peut dire que le système fixe ou le système d'ancrage, il représentait à peu près 55 pays qui ont déclaré ce type de régime au Fonds monétaire international. La flexibilité est limitée, donc ça c'est ce qu'on appelle les régimes de change gérés, c'est-à-dire qu'on détermine une bande de fluctuation et la Banque centrale elle se garde toujours la possibilité d'intervenir juste pour montrer au marché quel est le cours de change souhaitable. Donc dans ce cas-là, on peut trouver excusez-moi. Donc là, ce que je viens de dire concerne ce qu'on appelle le flottement géré, mais donc là, la flexibilité limitée, ça c'est le cas du système monétaire européen. Donc on a fixé une marge de fluctuation un peu plus large que celle qui était celle du régime de Bretton Woods. Le régime de Bretton Woods, c'était plus ou moins 1%. Et si je ne me trompe pas, le système monétaire international, on était dans une bande de fluctuation de 2,5%. Alors on verra un peu que ces régimes de flexibilité limitée, ils imposent donc une contrainte assez importante à la politique monétaire et surtout ils poussent les banques centrales à intervenir, donc à avoir une politique de change de manière à ce que donc le taux de change de la monnaie nationale reste dans une bande considérée comme souhaitable. Le flottement, ou ce qu'on appelle un change flexible, alors donc il y a les deux variantes. Les deux variantes, c'est un flottement géré. Donc ça, c'est le régime qu'on a adopté à partir de 1985, donc dans le cadre de ce qu'on appelle les accords de Plaza Hotel, qui ont été également confirmés par les accords du Louvre, où tout simplement on était dans le cadre de ce qu'on appelle donc des zones de fluctuation larges. Donc les bandes, elles étaient tenues secrètes, donc juste pour éviter les fluctuations, mais les banques centrales, elles intervenaient sur le marché chaque fois, bien entendu, que les cours de change ils sortent de cette bande et puis le cours de change que ces banques centrales vont défendre, c'est tout simplement donc le cours que la banque centrale ou les banques centrales estiment comme souhaitable. Et puis après, vous avez le régime de marché qui est celui du flottement pur, ou ce qu'on appelle le flottement libre. Alors, en 98, eh bien, vous aviez la grande majorité des pays avaient déclaré ce type de régime de flexibilité, soit avec des flottements gérés, soit avec des flottements libres, c'est-à-dire un régime basé sur la loi de l'offre et la demande.
Le troisième support d'un système monétaire international, c'est ce qu'on appelle les réserves de change officielles. Alors, ces réserves de change, ce sont tout simplement les avoirs en monnaie étrangère que possède un pays de manière générale. Donc, ce ne sont pas forcément des montants cash que possède un pays. Donc, ça peut être le cas, c'est-à-dire des comptes dans des monnaies étrangères ouvertes auprès de banques internationales. Mais la plupart du temps, ces réserves de change prennent la forme de titres, notamment des obligations et des bons, donc qui sont tout simplement des titres de créance qui, des fois, rapportent, ils sont rémunérés, donc ils rapportent des intérêts et qui ont un rendement, bien sûr, et qui ont surtout la capacité d'être liquidés à tout moment. C'est-à-dire si un pays a un besoin pressant dans une monnaie internationale pour régler un paiement, donc pour faire des investissements à l'international, eh bien, il peut puiser dans ses réserves de change. Alors maintenant, l'importance de ces réserves de change, elle va dépendre, bien entendu, des pays. Il y a certains pays, comme on le voit aujourd'hui, et j'y reviendrai dans un autre cours, qui disposent de réserves de change colossales. C'est le cas, par exemple, de la Chine, qui est aujourd'hui le pays qui détient le plus de réserves de change mondiales, plus de 3 trillions de dollars, c'est-à-dire à peu près 3 000 milliards, plus que 3 000 milliards de dollars, en tout cas beaucoup plus que les réserves de change qui sont détenues aujourd'hui par l'une des plus grandes puissances économiques du monde, à savoir la communauté européenne ou bien l'Union européenne, ou bien les États-Unis d'Amérique. Alors maintenant, l'utilité, elle change d'un pays à un autre, bien sûr. Il y a des pays qui ont besoin de ces réserves de change parce que c'est un gage de confiance pour la communauté financière internationale, c'est-à-dire que les réserves de change, c'est une espèce de garantie qu'un pays peut offrir à la communauté financière internationale ou bien à tous ses partenaires à l'échange. Donc, c'est un moyen de confiance qui permet au pays, par exemple, de lever des fonds sur le plan international. Donc, et puis les investisseurs, ils font confiance au pays parce qu'on sait très bien qu'il a la capacité de rembourser ses dettes. L'autre élément, c'est que les réserves de change, ils peuvent être utilisés comme un moyen pour lutter contre l'instabilité financière, c'est-à-dire un pays qui a des difficultés à financer certains soldes de sa balance des paiements, il peut utiliser ses réserves de change pour régler ces soldes ou bien pour couvrir les déficits. Et puis, pour certains pays, là, ça dépend bien entendu du régime de change qui est choisi par le pays. Donc, les réserves de change, elles peuvent être utilisées comme un moyen pour défendre la parité de la monnaie nationale ou bien le cours de change de la monnaie nationale quand elle est malmenée sur le marché de change, par exemple en cas d'appréciation. Dans ce cas-là, peut-être que l'idéal dans le cadre d'une politique de change pour le pays, c'est d'acheter ces devises comme de la monnaie nationale, c'est-à-dire mener une politique monétaire accommodante, une politique monétaire laxiste qui permet de faire baisser la valeur de la monnaie nationale. Donc, c'est ce que font beaucoup de pays depuis quelques temps. Et l'autre élément qui me semble très, très important, surtout pour un certain nombre de pays émergents, c'est que le pays peut utiliser ses réserves de change pour lutter contre une dépréciation de sa monnaie par rapport à d'autres monnaies. Et donc, finalement, le pays va vendre une partie de ses réserves sur le marché de change de manière à stabiliser la valeur de la monnaie nationale, c'est-à-dire essayer de l'apprécier pour éviter les méfaits de la dépréciation, donc de la baisse de la valeur de la monnaie nationale, notamment en matière d'importation, puisque une monnaie faible est une monnaie qui va rendre le coût des importations très très cher. Et si les importations sont de plus en plus chères, le pays peut se trouver confronté à un problème d'inflation importée. Le quatrième pilier d'un système monétaire international est ce qu'on appelle le mécanisme ou les mécanismes d'ajustement de la balance des paiements.
là, on peut voir que, donc, de manière un peu résumée, il y a deux grands mécanismes, justement, qu'on a pu expérimenter à travers l'histoire depuis le 19e siècle. Donc, on a un système d'ajustement. L'ajustement, il se fait de manière automatique, c'est-à-dire dans le cadre d'un système étalon or, donc comme on va le voir après, c'est-à-dire le système où la monnaie qui était choisie était l'or. L'ajustement, il va se faire par ce qu'on appelle des points de sortie ou des points d'entrée d'or. Et donc finalement, dans ce cadre-là, et il ne faut pas oublier qu'au 19e siècle, la plupart des régimes monétaires donc des pays, donc les régimes monétaires internes, étaient des régimes métallistes, c'est-à-dire que la création monétaire, elle était d'abord basée sur les avoirs en or que possède un pays. Et donc finalement, les points de sortie d'or ou d'entrée d'or faisaient que la masse monétaire, elle pouvait tantôt augmenter. Et donc dans ce cas-là, l'inflation qui va apparaître, elle finira par rendre donc le pays moins compétitif au niveau des exportations et peut-être donc ça va entraîner une augmentation des importations. Donc si par exemple le pays il était excédentaire, l'excédent il signifie tout simplement une rentrée d'or et cette rentrée d'or signifie que le pays il va faire face à une masse monétaire de plus en plus importante et cette masse monétaire donc importante, elle se traduit par une augmentation des prix. Donc là, on est tout simplement dans le cadre de la théorie quantitative de la monnaie, donc la théorie de Fischer. Et donc, c'est les prix qui vont finir, la hausse des prix qui va finir par réduire l'excédent, c'est-à-dire que les exportations deviendront plus chères et les importations moins chères, ce qui permet de réduire cet excédent. Si par contre le pays il était confronté à un déficit de sa balance commerciale, donc essentiellement parce qu'à l'époque, donc ce qui circulait le plus entre les pays, c'était des biens, et bien ce déficit, il va se traduire par, à un moment donné, par une sortie d'or, et cette sortie d'or, elle va rétrécir la masse monétaire. Le pays il connaîtra, bien entendu, une réduction de sa masse monétaire, et donc la déflation qui va s'installer dans le pays, elle aura pour conséquence une réduction des prix à l'exportation et une augmentation des prix à l'importation, ce qui permet, bien entendu, à un moment donné, de revenir à une situation d'équilibre. L'ajustement, il peut prendre également d'autres formes. Donc, on a eu l'occasion de voir ça dans la partie relative à l'ajustement de la balance des paiements. Et on a dit qu'aujourd'hui, l'ajustement, il va utiliser comme variable le taux de change. Ça renvoie à la théorie des élasticités critiques, c'est-à-dire donc ce qu'on a illustré à travers la courbe en J, donc la variation des taux de change est un moyen pour lutter contre les déséquilibres extérieurs, donc au niveau de la balance courante. Et il y a aussi d'autres variables d'action, c'est-à-dire que l'ajustement, il se traduit en général par une action sur un certain nombre de soldes intérieurs, notamment donc l'écart qui peut apparaître entre le revenu national et la dépense nationale, donc ce qu'on appelle l'action sur l'absorption, donc l'action sur le niveau de la consommation publique, privée, également investissement, action sur le solde épargne investissement et action sur le solde budgétaire. Voilà, j'arrive au terme de ce cours et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Le cours sera consacré à l'étude de systèmes monétaires concrets. Donc, on va voir qu'à travers notre histoire, donc l'histoire depuis depuis la révolution industrielle, donc depuis le milieu du 19e siècle, le monde il a expérimenté 4 grands régimes de change. Donc, la plupart des manuels d'économie parlent de 2 grands régimes. D'abord, le régime du Gold Exchange. Donc, en fait, c'est le régime qui a dominé le monde depuis à peu près le milieu du 19e siècle jusqu'à la Première Guerre mondiale. Donc, c'est un régime qui était placé un peu sous la puissance britannique. Après, on a eu un semblant de régime après la Première Guerre mondiale, pardon. C'est les accords monétaires issus de la conférence de Gênes à partir de 1922. Donc, c'est un système aussi qui a volé en éclats après
la Grande Dépression de la fin des années 20. La reconstruction du régime ou la reconstruction du système monétaire international vers la fin de la guerre, donc, qui a donné lieu à ce qu'on appelle le régime ou bien le système monétaire international de Bretton Woods, lequel système il a volé en éclats également dans les faits à partir de 73 jusqu'à l'abandon officiel de ce régime à partir de 1976. Et puis après, on essaiera de parler du système monétaire actuel, ou comme certains souhaitent l'appeler, non-système, parce que des fois, on a du mal à voir quelles sont les règles sur lesquelles se base l'actuel système monétaire international. Je vous remercie et je vous souhaite un bon courage.